Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est avec Brigitte Pope, que j'ai découvert il y a quelques jours, qui m'a contacté sur Twitter et qui a des choses à nous dire aujourd'hui, puisqu'elle est l'auteure, entre autres, de ce livre, La compréhension du vivant. Elle a étudié étudié de près les travaux d'Antoine Béchamp. Brigitte, je suis vraiment très heureuse de te voir aujourd'hui et j'ai beaucoup de questions à te poser parce que tu as étudié les travaux d'Antoine Béchamp qui sont compilés dans un ouvrage de plus de 1000 pages, tu dis, dans un travail écrit d'Antoine Béchamp qui recouvre un champ impressionnant de sujets, mais surtout celui des microzymas. Les microzymas, on avait développé ce sujet lors de Libérer l'info, l'émission avec Eric Ancelet et Pierre Etchard, que tu connais Pierre, je crois. Et justement, à un moment donné, j'ai voulu aborder le sujet des microzymas et j'ai pas eu toutes les réponses que j'aurais voulu. Et c'est là que tu as réagi, m'as-tu dit, que tu t'es dit, il faut que je rende public les travaux que j'ai effectués sur Antoine Béchamp, sur ce qu'il a écrit sur les microzymas. Jusque-là, est-ce que c'est juste? Oui, j'ai bon? C'est exactement ça. Alors, ce que j'ai appris, c'est que tu es multifonction, multi-études. Tu as beaucoup étudié la biologie, la biochimie, la physiologie, que tu es ingénieur télécom, que tu as passé une licence, une maîtrise, des cours du soir, le CNAM, que tu as un diplôme en informatique scientifique, et j'en passe. Et que donc, en matière de sciences, tu t'y connais un tout petit peu. Que ton approche est quand même très scientifique. Alors, je vais même intervenir. Dis-moi. C'est que, oui, en matière de sciences, je devrais me connaître. Mais j'ai vraiment découvert la démarche scientifique en lisant Béchamp. Très intéressant, très intéressant. Et j'ai vraiment compris la démarche scientifique. En quoi Antoine Béchamp, justement, a-t-il cette démarche scientifique que tu as découverte avec lui, que tu as exercée avec lui, par rapport à d'autres scientifiques que tu as rencontrés au fil de ta formation durant toutes tes études? C'est quelqu'un qui va au bout du questionnement, qui pose les bases de la science, partir d'un point démontré pour pouvoir avancer. Et le problème de la science actuellement, c'est que justement, les scientifiques ne s'interrogent pas sur les fondements de leur science. C'est-à-dire que si on passe sur des bases qui sont pas démontrées, et qui même sont fausses, tout le reste, c'est un château de cartes. Elle construit sur du sable, en fait. Exactement. Et Béchamp, donc, fait attention à partir de choses qui sont prouvées, qui sont du connu incontestées, vers l'inconnu, de ce qui est connu, absolument connu, pour avancer pas à pas et faire ces découvertes et publier ces découvertes qui ont été contestées justement au moment après le congrès de Londres, je crois, en 1881. Le congrès de Londres. Après lequel Antoine Béchamp a été diabolisé comme nous, les lanceurs d'alerte, quelque part, nous le sommes, et comme les médecins holistiques le sont actuellement, si on peut faire le parallèle. Alors, ce qui s'est passé au congrès de Londres, c'est que Pasteur, devant tous les chercheurs, a accusé Antoine Béchamp d'avoir récupéré ses travaux sur les microbes et avoir inversé leur rôle. Voilà. Du méchant microbe, on passait au gentil microbe. Exactement. Et il semblerait que c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire que c'est Antoine Béchamp qui a fait des travaux sur les microzymas avant que Pasteur fasse les siens, fasse sa théorie sur le microbe. Tout à fait. Tout à fait. Antoine Béchamp a découvert les microzymas en 1855. Oui. Alors qu'il travaillait sur l'interversion du sucre, sur la fermentation. Voilà. Donc en 1855, il avait découvert ces microzymas. Et ensuite, Pasteur s'en est inspiré en reprenant un petit peu le terme, parce que microbe, microzyma, on est proche. On est sur des micro-organismes qui sont de l'ordre du micron, donc le millionième de mètre, le millième de millimètre. Et donc ces deux personnes, d'ailleurs j'aimerais dire une chose à propos de ces deux personnes-là.
Louis Pasteur et Antoine Béchamp, se connaissaient. L'un est contemporain de l'autre. Béchamp est plus âgé que Pasteur. Ils ont 6 ans de différence, puisque Pasteur est né en 1822 et Béchamp est né en 1816. Béchamp était médecin, biologiste, pharmacien, tandis que Pasteur n'était que, entre guillemets, biologiste et chimiste. Il n'a jamais été médecin. Et les deux, je dirais, si j'ai bien compris, ont travaillé sur le germe qui serait venu de l'air, qui était dans l'air, et qui aurait au départ, et je crois qu'ils étaient d'accord sur cette thèse, sur cette hypothèse, que ça aurait été les germes qui donnaient les maladies, ou qui propageaient les maladies, ou qui occasionnaient la fermentation. Je ne sais pas exactement en quels termes ils en parlaient. Mais j'ai compris d'après ce que tu as dit dans 2 vidéos, j'en ai vu une qui a été diffusée il y a une semaine seulement, un webinaire que je vous recommande de 39 minutes qui permet vraiment de comprendre d'avoir une synthèse de ce que tu as étudié, qui disait que Antoine Béchamp avait isolé un morceau de viande, le coupant de toute air, de tout accès à l'air, et que malgré tout, il était entré en fermentation. Ce qui exclut la thèse du germe qui vient de l'extérieur, qui vient de l'air. Et à partir de là, il avait essayé de comprendre pourquoi ce morceau de viande avait subi cette transformation chimique malgré l'absence de germes apparents. Et c'est là qu'interviennent justement les microzymas. Tout à fait. Donc en fait, tous les chercheurs de l'époque ont fait des expériences de ce type et tous ont eu ces mêmes résultats. Comme Béchamp, tu veux dire? Oui, comme Béchamp, oui, tout à fait. Tous ces chercheurs, et Pasteur aussi, ont eu ces résultats, c'est-à-dire que lorsqu'ils isolaient du germe de l'air, leur but c'était pour certains, de prouver la génération spontanée. C'est-à-dire que les micro-organismes naissent en nous de manière spontanée. Comme ça. Ni Pasteur ni Béchamp étaient d'accord avec cette version-là, et donc pour prouver que les micro-organismes naissaient de germes de l'air, puisqu'ils le pensaient l'un et l'autre, il fallait faire ces expériences à l'abri des germes de l'air et voir ce qui se passait. Et malgré toutes les précautions prises, et la preuve en est, c'est que sur des matières inertes, on n'avait absolument aucun micro-organisme qui naissait en l'absence des germes de l'air. Sur des matières vivantes ou des matières contenant les organismes vivants, comme la craie. Comme la craie, c'est ce que tu m'as appris, très intéressant, l'histoire de la craie. Eh bien, systématiquement, des micro-organismes naissaient. Et donc, à partir de là, Pasteur et Béchamp ont divergé. C'est-à-dire que Pasteur a continué à affirmer que tous les germes qui permettaient à des micro-organismes de naître venaient de l'air. Il a affirmé ce qu'on appelle la panspermie. Je t'ai coupé, alors continue. C'est un terme qui a été défini par Chamberlain. Pasteur ne parlait même pas de panspermie, il disait que les germes arrivaient de l'air. Mais c'est le terme qu'on peut... C'est le terme scientifique, voilà. Et donc, Béchamp, lui, il s'est dit non. Il pensait lui aussi que ça venait de l'air, mais il se dit ben non, manifestement, toutes les expériences avec des matières vivantes prouvent le contraire. Il naît des micro-organismes à partir de la viande, de la matière vivante. Et donc, il n'a pas admis la génération spontanée, loin de là. Il est allé au bout du questionnement comme toujours. Il s'est dit d'où ça provient. Voilà. D'où ça provient. Et il se trouve qu'il avait lui-même déjà découvert à l'origine de moisissures ce qu'il avait appelé des petits corps, lors de ce qu'on appelle l'inversion du sucre, l'interversion du sucre à son époque. D'accord. Et il s'apercevait que c'était produit par les moisissures ou, quand il n'y avait pas de moisissures, par une poussière très fine qu'il avait analysée et qui était beaucoup plus petite que la moisissure. Voilà. Et il s'est rendu compte que c'était les moisissures ou ces petits corps qui produisaient en fait une enzyme
Voilà. Et ces petits corps ou les moisissures sont en fait des ferments derrière et vous pouvez produire une fermentation. Et ces petits corps, c'est Et ça ces petits qu'on corps, c'est appelle les microzymas parce qu'il les a découverts ensuite partout, en particulier dans la craie. C'est voilà, l'épisode de la craie. J'aimerais que tu nous expliques. Alors la craie, pour faire une expérience précise, parce qu'il voyait des micro-organismes naître de la craie à l'abri des germinaires, pour faire une expérience précise, il est allé chercher dans les carrières, alors je ne sais plus, il y a une carrière de la région parisienne, il est allé demander à ce qu'on extrait la craie vraiment au cœur de la craie roche. naturelle, dans son environnement naturel, dans son écosystème. Au cœur de la roche, il en a fait extraire plusieurs blocs. Il est allé chercher au creux, au cœur du bloc, pour aller voir effectivement et il a découvert qu'il y avait ces petits germes qui étaient sans doute ces petits microzymas, des petits corps capables donc de fermenter des substances comme le sucre, comme l'amidon, et il les voyait au microscope. Donc il avait un microscope. Donc microscope, ça veut dire que l'échelle elle est microscopique, pas nanoscopique. On arrive à les voir quand même. Il allait jusqu'à 700, jusqu'à x700. Mais il arrivait à les voir à x500. Il arrivait à voir les microzymas. Par contre, il allait beaucoup plus loin pour arriver à les étudier plus près. Mais donc, il les a extraits. Il les a analysé leur composition. Il les a fait fermenter. Il a même constaté que dans la craie, dans un certain milieu, il arrivait à les faire se multiplier. Tiens. Sans évolution en micro-organismes. Sans évolution, ça veut dire quoi? Parce que ces microzymas, il s'est rendu compte que c'était à l'origine des moisissures qu'on retrouvait, qui intervertissaient le sucre. Donc, ils sont à l'origine des moisissures et ils sont aussi à l'origine des bactéries à l'intérieur des organismes vivants et des végétaux. C'est un petit peu le matériel de construction, les briques du vivant, on peut dire. Des cellules, des moisissures. L'élément de base de tout organisme vivant. Ça veut dire qu'il n'y a aucune matière vivante sans microzymas. Donc ça peut fabriquer des ferments, des bactéries, des cellules. Oui. Quoi d'autre? Des moisissures. Ce qu'on appelle les virus. Alors ça, on n'est pas sûr. Alors, si, Deschamps le dit. Quasiment. En fait, ce qu'il a découvert, et si on prend du recul par rapport à la science contemporaine, donc Deschamps a découvert ces microzymas à l'intérieur de tous les organismes vivants, de tous les végétaux, sans lesquels ils ne seraient rien. Sans lesquels ils ne peuvent pas être vivants. C'est vraiment leur c'est l'élément vital, c'est ça. C'est l'élément vital au-delà de la cellule, c'est-à-dire que les scientifiques pensent que la cellule est le plus petit élément vital. En fait, la cellule, c'est quelque chose de transitoire. C'est quelque chose qui a mis à mourir et il y en a d'autres qui se créent. Ce n'est pas du tout permanent, contrairement aux microzymas. Qui sont, tu m'as dit, imputrescibles. Alors, on passera à la putréfaction plus tard, on risque de trop mélanger les choses sinon. Et donc, ces petits microzymas sont à l'origine de tout organisme vivant. C'est-à-dire que les premières cellules de l'embryon ne découlent pas d'une autre cellule. Elles ne procèdent pas d'une autre cellule. Pour la première fois sous forme de cellules. C'est les cellules souches. C'est ce qu'on appelle les cellules souches. Oui, ces cellules souches sont créées par les microzymas qui sont contenus dans le vitellus, le vitellus, je ne savais pas ce que c'était le vitellus. C'est le jaune d'œuf. C'est le jaune d'œuf qui devient... Alors, le jaune d'œuf, permet de faire naître le poussin. Dans un œuf, on a le jaune d'où va naître l'embryon. Le blanc n'est qu'une nourriture. C'est le placenta, en fait, le blanc. Voilà. C'est l'équivalent du placenta. Quasiment, mais il est très nourrissant parce qu'il y a besoin de chaleur et d'air pour nourrir un œuf. Il n'y a pas besoin de plus. Ça veut dire qu'il a dans le blanc suffisamment de nourriture. Et que contient
Voilà, la question que je pose sur le livre, c'est une question d'Antoine Deschamps. Les embryologistes ont-ils cherché ce qui est doué d'activité transformatique dans l'œuf, ce qui est vraiment vivant? Mais oui, parce qu'un jaune d'œuf fécondé et pas cuit dur va donner un poussin avec les conditions que tu décris. Exactement. Et si on analyse le jaune d'œuf, Alors, on retrouve plein de granulations qui sont les microzymes. Ces granulations, si on les extrait, elles sont capables de fermenter. Que la vie est liée à l'organisation. Un œuf est organisé. Nous sommes organisés. Et à la régénération aussi, je dirais. Organisé. À partir du moment où il y a désorganisation, l'organisme meurt. L'organisme meurt. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans ces microzymes, ils sont à l'origine de l'organisme vivant, mais ils vont être aussi à la fin de l'organisme vivant. C'est-à-dire qu'une fois l'organisme est désorganisé, ils vont se charger de ramener la matière organique à l'état minéral. Donc une fois que l'organisme vivant est mort, si on parle avec des termes compréhensibles, les microzymas, eux, ne meurent pas et sont libérés dans l'air. Absolument. Et vont rejoindre d'autres corps par la suite? Comment ça se passe? Ou vont se mettre dans les roches? Non. Ils ne vont pas rejoindre d'autres corps parce que chaque organisme vivant provient de ses ascendants. Oui, effectivement. Donc les granulations microzymas qu'on a, nous, viennent de nos parents. Exactement. Et donc, ceux qu'on retrouve dans l'air, c'est ceux qu'on appelle les micro-organismes et les microbes de l'air, et qui sont en fait les restes des organismes vivants. Et qu'est-ce qui deviennent ces restes d'organismes, ces microzymas déjà usagés, si on peut dire? Eh bien, ils font leur vie, ils peuvent rester à l'état dormant pendant très très longtemps. Donc quand on les retrouve dans la craie, ils sont à l'état dormant. C'est un peu comme s'ils étaient fossilisés. Exactement. Et Antoine Deschamps, les microzymas de la craie, il a été capable de les faire se multiplier et fermenter. C'est bien qu'ils sont encore vivants après des années et des années de fossiles. Mais à quoi vont-ils servir? Là, je vais peut-être un peu loin dans ma réflexion, mais à quoi vont-ils servir s'ils ne sont pas incarnés dans de la matière vivante? Eh bien, ils ont un rôle très important au niveau de la Terre. C'est ramener systématiquement les matières organiques à l'état minéral. C'est-à-dire qu'ils vont contribuer à l'équilibre. Ils participent au cycle de la vie, au recyclage en fait de la matière pour que de poussière on redevienne poussière et que ça permette de nourrir la terre et ensuite de nourrir des organismes. Exactement. Et ce qui peut être animaux. Et ce qui peut être intéressant, c'est que je vous raconte une expérience. Oui, parce que là, Brigitte a son PowerPoint que je vous mettrai en description, d'ailleurs, très intéressant. Voilà. Donc dans le bonus, ça c'est bonus numéro 1. Voilà l'expérience. Alors, il voulait montrer que l'organisation était la base de la vie. C'est-à-dire que le jaune d'œuf, le vitellus, contient plein de microzymas. Donc ces petits ferments, puisqu'il a été capable de les extraire et de les analyser, et de les isoler, faire fermenter. Et de faire fermenter. Et ceux du vitellus n'évoluent pas en bactéries. Ah, c'est intéressant, parce que je pensais que tous les microzymas avaient la possibilité d'évoluer dans quel que soit le rôle voulu. Il est possible qu'ils finissent par évoluer en bactéries en changeant de fonction ou en évoluant. Et en changeant de terrain, d'après ce que j'ai compris. C'est aussi l'environnement qui fait qu'un microzyma va se transformer en bactérie, en cellule, en ferment. Mais là, ça ne suffit pas. C'est-à-dire, suivant l'origine des microzymas, ceux du vitellus, ceux de l'embryon vont avoir beaucoup de mal à évoluer en bactéries. Ceux du sang ont beaucoup de mal à évoluer en bactéries. Heureusement, on ferait des septicémies sinon. Voilà. Ceux du cerveau ont du mal à évoluer en bactéries. Par contre, ceux du pancréas, ceux du foie particulièrement, du tube digestif, vont évoluer facilement en bactéries. Là, tu es en train de casser tout le mythe pasteurien, en fait. Tu te rends compte de ça, Brigitte? Complètement. Ça risque de choquer les gens. Ah oui.
C'est la réalité. Alors justement, cette expérience qui montre que la notion d'organisation est très très importante, on s'appelle organisme vivant. Hein. Oui, on est ça, je crois qu'on est tous d'accord sur le terme. On n'est pas, mais par contre, personne n'a fait attention à ce mot organisme. C'est vrai, organisme. Alors, dis-nous en plus. On ne pourrait pas vivre sans être organisé en fait. C'est vrai que l'organisme vient d'organiser. Il le prouve par cette expérience. Alors je vous la lis. Écris-la nous. Alors, l'œuf secoué subit une putréfaction par ses microzymas sans évolution en bactéries. Alors pardon, je te coupe pour juste expliquer le contexte. Il s'agit d'un œuf d'autruche qui a été secoué, hein, c'est ça? Exactement. Il faut savoir que la coquille d'œuf d'autruche, il faut l'attaquer avec un marteau. Si vous avez déjà vu un œuf d'autruche, c'est assez costaud. Hein. Et donc là, il obtient une fermentation. Alors, je lis exactement. Parce qu'en plus, c'est presque poétique la manière dont il raconte les choses. Ah, certainement, l'œuf est organisé, savamment organisé, et que de précautions pour que rien ne vienne troubler naturellement l'ordre admirable qui règne. Les embryologistes ont admirablement décrit toutes ces parties. Mais après avoir noté ces arrangements merveilleux, ont-ils cherché ce qui est doué d'activité transformative dans l'œuf? Ce qui est vraiment vivant, ce qui tisse les cellules, les tissus de l'être qui en proviendra. Et s'ils l'ont cherché, l'ont-ils reconnu? En attendant que je réponde à ces questions, demandons-nous ce qui arrive quand on brouille tout dans l'œuf par de vives secousses. On fait des œufs brouillés à l'intérieur. Ouais, on désorganise complètement. Il arrive que ce qui, dans le plan divin, constituait un arrangement prémédité, quelque chose de structuré, de bâti, en vue d'un but déterminé, a été détruit, de façon que les choses qui, dans l'édifice, étaient destinées à rester séparées, ont été confondues. C'est la désorganisation. Absolument. Par la suite, le résultat voulu n'est plus atteint, bien que la matière nécessaire soit encore présente. Qu'y a-t-il donc de changer? Les conditions. Peu de choses en apparence, mais l'indispensable en réalité, ce sans quoi la matière restera stérile. Et c'est là qu'on comprend en particulier que les scientifiques actuellement ne voient en nous que physico-chimie. Que des éléments, des atomes, voilà. Eh bien, là, toute la matière est là. Toute la matière est là. Mais la matière est là. Et pourtant, on ne pourra pas construire un organisme parce qu'elle a perdu son organisation. Et surtout, alors, on va voir. Pourtant, ce qui tout à l'heure était capable de produire un poulet avec son devenir est-il absolument détruit par le fait d'avoir secoué l'œuf? Sans doute c'est un cadavre d'œuf, pour parler comme monsieur Denet. C'est le monsieur qui a fourni l'œuf d'autruche, justement. Mais au sens chimique, est-ce un cadavre? Non, puisqu'une activité se manifeste. Et alors là, on touche par cette expérience à l'ensemble de la théorie. C'est-à-dire que tant que l'organisme, tant que l'organisme, l'œuf est organisé, tant que la vétellus est organisée, il est capable de produire un poulet, donc d'évoluer. Mais là, avec l'œuf d'autruche complètement secoué, ça fait rien du tout. Non, justement, parce qu'il a perdu. Mais qui est capable? Qu'est-ce qui est vivant à l'intérieur du vitellus? Eh bien, ce sont ces fameux microzymas. Et le fait de les avoir secoués, alors qu'est-ce que ça change? Ben voilà. Dans leur dans un temps, tant que l'œuf était organisé, il travaillait dans un but déterminé, pour produire un organisme vivant, tous ensemble. On est encore dans l'histoire du corps organique. Tous ensemble. C'est ça, ouais. la vie. Voilà. Et à partir du moment où il est désorganisé, il continue à vivre, mais il retrouve une nature de ferment autonome. C'est-à-dire qu'ils vont travailler chacun pour soi, ils vont se nourrir de la substance. Et de ils vont manière... dégénérer Ils à vont... la fin. Non. Il va se dégrader à un moment donné, non? L'œuf. Mais les microzymas... Non, je parle de l'œuf, là. Voilà. Je parle de l'organe entier, l'organisme entier qui a été complètement désordonné. À la fin, tout le sucre a été utilisé, a nourri les microzymas.
Intéressant. Le sucre, on le met où? Comment il était Il où? était dans le blanc. Ah oui, forcément, puisque la nourriture, c'est le placenta. nourriture. Bah oui, bien Tout sûr. le sucre a Plus de disparu. sucre. D'accord. Et les microzymas, eux, ils sont toujours vivants. Et ils ces resteront vivants. microzymas Ils resteront vivants. restent dans cet œuf qui ne peut plus donner la vie. Et une fois que l'œuf aura complètement disparu, parce qu'il va se dégrader, ces microzymas, c'est ceux-ci qui se retrouvent dans l'air, ou dans la craie, ou dans la roche, Voilà. c'est-à-dire en état dormant, et puis ensuite... Le mouvement circulaire de la matière. Exactement. Le mouvement circulaire de la matière, et ce sont les microzymas qui produisent. Les organismes, qui travaillent pour les organismes, qui vont être à la base de la matière vivante, et c'est eux qu'on retrouve après. Il y a une autre expérience, et celle-ci aussi. Alors celle-ci explique, parle d'un petit chat. c'est l'histoire d'un petit chat. Alors explique-la. Alors, il faut savoir que Lis-la-nous. Alors, il enterre un petit chat nouveau-né dans du carbonate de chaux, chimiquement pur, précipité, créosoté. En fait, c'est de quoi, l'acide, créosoté? c'est de l'acide phénique, et c'est ce qu'il a pu constater, qui reproduisait les expériences de génération spontanée contre la génération spontanée, qui isole des Ce qui germes de permet l'air. de Isoler des germes de l'air. couper l'accès à l'air, en fait. Exact, aux germes de l'air. C'est un peu du sous-vide anticipé. Le tout placé dans un bocal de verre, à l'abri des poussières, et où cependant l'aération pouvait se faire. Au bout de 7 ans, on examine le résultat. 7 ans, hein. Et il a énormément d'expériences qui sont très longues aussi. Il a pris le temps et il avait toujours toutes ces expériences, il y avait toujours des expériences témoins. Et chaque phénomène doit trouver une explication avec un point de vue. C'était bien C'est ça qui balisé. est extraordinaire. Et donc, au bout de 7 ans, on examine le résultat. Les couches supérieures du carbonate de chaux sont intactes. Mais où se trouvait, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun micro-organisme qui naisse, il n'y a aucune bactérie, aucune moisissure. Rien n'a pu toucher le Voilà. corps du chat, du petit chat. Mais où se trouvait le cadavre, les choses changent d'aspect. Du petit chat, il ne reste plus que quelques débris de ses os. Tout le reste, même les poils avaient disparu. Le carbonate de chaux, examiné au microscope, parce que c'était du calcaire le carbonate de chaux aussi, examiné, avait l'apparence de la craie, sauf les petits cristaux d'aragonite qui s'y voient habituellement. C'est-à-dire qu'il y avait des microzymas qui pullulaient dans la craie. Qui pullulent dans la craie. Les microzymas s'y reconnaissaient aisément à leur forme, à leur aspect brillant. C'est une sorte de craie artificielle. Et donc, il a reproduit, avec cette expérience, il a reproduit, il a expliqué l'origine des microzymas géologiques qu'il trouvait dans la craie. Absolument. Et il montre le rôle qu'ils ont Dans l'organisme. dans l'organisme qui permet de dégrader en fait le corps Voilà. C'est-à-dire que qui est mort. le microzyma travaille pour nous tant qu'on est vivant, il nous anime, il exerce les fonctions dans nos différents centres vissaux, à l'intérieur des cellules qui ne sont pour lui qu'une manière de préserver le milieu pour exercer sa fonction. Donc c'est un petit peu sa maison, la cellule, le microzyma. Et tu sais que récemment, là, des publications très récentes sur les exosomes, qui Oui, sont les on vésicules, en a parlé avec le Covid, les exosomes. ouais, les vésicules extracellulaires qui sortent des cellules. Oui, c'est des sortes de déchets en fait, des cellules. Eh bien non, pas du tout. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont des microzymas. Des microzymas Et qui sont là, dans un état... eh ben, Antoine Deschamps montre que la destruction d'une cellule redonne ses microzymas d'origine. D'accord. Les exosomes, les publications les plus récentes montrent qu'ils sont capables de produire des enzymes. Et ils montrent ils s'aperçoivent qu'ils ont de plus en plus les propriétés de la cellule dont ils sont issus. Et ce sont forcément des microzymes. À partir du moment où ils produisent des enzymes, ce sont des particules vivantes. Mais les scientifiques ne cherchent pas à savoir si elles sont vivantes ou pas, parce qu'ils pensent qu'au-delà de la cellule, il n'y a rien de vivant dans l'organisme. Les scientifiques ne connaissent pas les microzymas, n'ont pas identifié même la particule, puisque c'est plus petit qu'une cellule et que pour eux, la cellule, c'est le plus petit organisme vivant. Donc, ils ne s'y intéressent
pas, ils l'ignorent totalement. Je ne sais pas dans quelle mesure ils ont connaissance de ces petites choses qui sont appelées microzymas. Ou alors, est-ce qu'ils les négligent de façon volontaire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il serait bon de leur donner de la matière pour qu'ils puissent étudier ce phénomène, enfin cette matière vivante à l'origine de la vie, dans ton livre. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de précieux. Tu as fait en combien de pages 120. 120 pages, un condensé des travaux de Béchamp sur les microzymas, surtout, et sur autre chose aussi. Alors, la première partie est consacrée, c'est une synthèse de la théorie d'Antoine Béchamp pour comprendre la théorie dans son ensemble. Parce qu'on voit bien qu'il ne s'agit pas simplement des microzymas, il ne s'agit pas simplement des micro-organismes qui manifestement ont pour origine les organismes vivants, je précise animaux et végétaux, bien sûr, n'oublions pas, et surtout pour comprendre ce mouvement circulaire de la matière, pour comprendre la notion d'organisation, pour comprendre la théorie d'Antoine Béchamp dans son ensemble. Absolument. Et dans la deuxième partie, je fais le parallèle avec la science contemporaine et j'ai recherché les publications qui apportent des éléments. Donc je parle des nanobes, des exosomes. Donc nanobe, c'est comme microbe, mais à l'échelle nanoscopique. Donc 1000 fois plus petit qu'un microbe. Voilà. Mais c'est quand même d'une taille supérieure au nanomètre. C'est dans les 300 nanomètres, les nanobes. Et il faut savoir que les microzymas, eux, sont dans des tailles. Antoine Béchamp les trouvait de l'ordre de 0,5 microns, donc 500 nanomètres. Voilà, et plus petit encore dans le sang. Et après, au-delà, il ne pouvait pas les voir. Il était limité par. Je comprends, oui. Alors, quelle taille? Une bactérie, ça va être plusieurs microns. Plusieurs microns, hein. Oui. Ok. Ouais. On est vraiment dans le. Au moins 2 fois, 3 fois, 4 fois plus grand qu'un. À partir du moment où on est en dessous du micron, on est dans les nano-organismes. Okay. Donc, les exosomes, les nanobes, et je parlais des virus. Justement. Et je parle en particulier de publications qui expliquent à quel point, actuellement, on rapproche les exosomes des virus et qu'à la limite, on ne sait pas faire la différence entre les deux. Le seul argument, c'est que l'un est censé pénétrer dans l'organisme et l'autre est propre à l'organisme. Et donc, en fait, mais le critère, il n'est pas défini, c'est un critère arbitraire. En fait, on ne sait pas. Personne n'a de réponse là-dessus. Mais en plus, il y a une autre publication dont on parle qui explique qu'en fait, on ne sait pas vraiment, il n'y a aucune preuve que les virus s'introduisent dans nos organismes. Mais ça ressemble à ce que tu nous expliques, c'est-à-dire que ce seraient des particules qui sont déjà dans l'organisme et qui seraient en fait les microzymas. Exactement. Parce que en fait, les micro-organismes qui se développent dans nos organismes ne se sont pas introduits dans nos organismes. Ils sont propres à chacun. Alors, d'ailleurs, je disais que c'est les micro-organismes qui réalisent les fonctions de nos cellules, c'est eux qui réalisent le métabolisme. Et donc, les scientifiques, comme ils n'ont pas pu trouver quelque chose de vivant au-delà de la cellule, mais qui voyaient bien qu'il se passait des choses qui pouvaient être faites que par le vivant, le métabolisme en particulier, ils sont allés inventer cette histoire d'archéobactéries qui vivraient en symbiose dans nos cellules. C'est-à-dire, nous n'aurions pas de vivant, et c'est du vivant extérieur qui nous permettrait de donner la vie. Et ces archéobactéries, elles se trouvent. Est-ce qu'on les identifie dans leur modèle, dans leur analyse, dans leur explication? Est-ce qu'ils arrivent à les identifier, les alors, observer? C'est ce qu'ils appellent. Ah oui. Tu touches là. Parce que, encore une fois, c'est bien de donner une thèse, mais il faut la prouver ensuite. Alors, donc, on s'appuie sur les gènes mitochondriaux. Justement, les mitochondries, c'est ce qui permet, c'est dans la cellule, c'est tout petit, en tout cas dans le premier cours de biologie de l'époque, c'est ce qui permet de dégager l'énergie, de métaboliser, je ne sais plus quels éléments chimiques, l'ATP, qui permet de donner de l'énergie. Absolument. Et en fait, on a attribué ça aux mitochondries. En fait, ce sont les microzymas qui rétablissent. Pourquoi? Parce que les mitochondries n'existent pas.
J'ose. Attention, un autre mythe qui tombe, oulala, là-dessus, il va fort. J'ose dire ça, mais là, En fait, ce que faut Brigitte remonter. est en train de nous dire, c'est que vos cours de biologie seront désormais beaucoup plus simples. Il y aura beaucoup moins de termes à apprendre. Il y aura juste celui de Microzima qui explique tout. Vas-y, je te laisse continuer. Ouais, en fait, là, c'est Jules Tissot qui a montré, lui, Jules Tissot, c'était dans les années 1940. Il utilisait, on avait déjà la microscopie électronique à cette époque-là. Et Jules Tissot, il a essayé de voir ce qui se passait parce qu'il y avait des techniques qui ont été mises en place, et particulièrement un fixateur, ce qu'on appelle un fixateur mitochondrial, qui est un fixateur qui tue, en fait, la cellule. Et Qui permet de mettre en évidence la mitochondrie, c'est ça? exactement. Et il s'est rendu compte qu'en utilisant un fixateur beaucoup plus doux, il obtenait en fait des cellules avec un réseau qui maintenait le noyau, absolument pas de mitochondries. Et il a réalisé que les mitochondries n'étaient que des artefacts dus à la fixation qui tuaient, qui Ah, détruisaient. donc c'est un petit peu des restes de l'action chimique de destruction du corps de la cellule, enfin de l'enveloppe de la cellule. Du réseau à l'intérieur qu'il appelait mitochondrial. Et ce sont des Donc ça, restes c'est de ce quelle année? réseau. 1930? 1940. 1940, oui. C'est dans son, il a écrit en 1926, 1936, 1946, et je pense que c'est suite de 1946 dans lequel il parle. Donc c'est au moment du développement du microscope, Voilà. de l'action de la Fondation Rockefeller dans la médecine et des postulats de Rivers qui sont en fait, je sais pas, on en a parlé avec Rafi Deschamps, donc je fais un petit peu une digression, les fameux postulats de Corr, de Robert Corr de 1890 ont muté en les postulats de Rivers qui sont beaucoup plus flous, qui prétendent pouvoir identifier un micro-organisme en disant qu'on peut l'isoler, il reproduit une maladie mais pas forcément complètement. Enfin, c'est des choses très très floues qui permettent de conclure à l'existence ou pas d'un micro-organisme, mais finalement on se rend compte que même avec ces critères-là, on a du mal à isoler. Non mais franchement là, on n'est pas, pour une matheuse comme toi, on est dans l'illogisme complet. On est dans l'à peu près complètement. Si on cherche les gènes d'une maladie, on s'aperçoit qu'on ne les retrouve pas sur tous les malades. C'est ça. Qu'on les retrouve sur des gens qui ne sont pas malades, qui n'ont pas de symptômes. Oui, donc c'est pas associé. Voilà. Le germe n'est pas associé à la maladie. Voilà. Et on s'aperçoit en fait que la plupart du temps, les gènes sont différents. Ce ne sont jamais les mêmes. Sauf alors qu'en culture, on obtient les mêmes. C'est-à-dire qu'on a pris l'habitude d'accuser les microbes, les microzymas en fait, qui ont évolué en bactéries, en moisissures, en ce qu'on veut, en virus. Non, ou dans ces cas-là, ils conservent leur allure de base, mais ils sont morbides. C'est-à-dire qu'ils sont malades. Dans le cas de quoi? D'un virus par exemple? D'une maladie virale. C'est ce qui appelle une maladie virale. Donc en fait, Qui ce qu'on n'est pas retrouve, causée c'est un microzyma morbide. qui n'est pas causé par un virus, parce que virus veut dire poison, ou alors ce virus, c'est pas ce qu'on appelle virus. C'est pas une bébête avec des pics. Voilà, Comme on le montre, c'est une intoxication probablement de l'organisme qui a causé un déséquilibre et qui produit une maladie virale. Et ce qu'on a détecté comme étant les virus à l'origine de la maladie sont en fait les microzymas qui sont essentiels et qui sont sans doute ceux qui vont rétablir l'équilibre dans l'organisme. Mais alors, quand tu disais tout à l'heure que c'était des particules morbides, ce serait les... Ah, morbide, ça veut dire qu'à un moment du déséquilibre, elles peuvent devenir malades. Donc les microzymas, ce serait... Et dans ces cas-là, elles sont plus capables de réaliser correctement leurs fonctions, mais elles vont sans doute réaliser d'autres choses pour rétablir l'équilibre, ou c'est difficile de savoir. Et est-ce que ça peut se régénérer, un microzyma? Ça peut Régénérer reprendre son aspect initial complètement. Quand l'équilibre est retrouvé, oui, c'est un peu comme des barbes à papa, si j'ose faire le parallèle du corps qui permet de... À partir du moment où ils se retrouvent dans leur milieu, ils vont pouvoir à nouveau exercer leur fonction. Et d'ailleurs, Antoine Béchamp explique que les microzymas, les micro-organismes qui sont rejetés par les malades, que l'on retrouve dans l'air, donc les microzymas morbides, sous forme de virus, sous forme de
de ce qu'on appelle virus Oui, et absolument. de bactéries et autres, Oui. perdent très vite leur morbidité, c'est-à-dire qu'ils retrouvent très Ils vite retrouvent leur vie, en fait. leur nature de leur, ferment. leur état originel. Exactement. Et est-ce que justement Béchamp, qui a étudié les microzymas, les a observés? Est-ce que ça ressemble au virus avec leur spike? Je sais pas quoi, leur crête. Il détecte un centre, deux parties, une partie externe et une partie interne. Donc, suivant l'observation, ça va être un centre brillant ou suivant le positionnement par rapport au focus. Hein. Oui, bien sûr. Et puis suivant aussi leur fonction, parce que il est possible, ils sont à la base apparemment avec un centre brillant et ils évoluent en fonction du milieu. Donc, et de leur selon de leur le action. besoin. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres chercheurs qui ont montré ce qu'on appelle ces changements, ces transformations des micro-organismes en particulier à partir des microzymas. C'est ce qu'on appelle le polymorphisme microbien. Donc Jules Tissot, qui disait que par exemple lui, il avait été capable de reproduire, de transformer des bactéries en hyphomycètes, donc en moisissures, en changeant de milieu, tout simplement. C'est vraiment quand on parle du milieu du terrain, en fait, c'est ça. Exactement. Et le mécanisme inverse, il était capable de le reproduire, de repartir de ces moisissures et de revenir à des bactéries en changeant de milieu. Donc là, on a un processus scientifique. Voilà. On a quelque chose de réversible, de reproductible. Complètement. C'est ce qu'on appelle le polymorphisme microbien. C'est ça le polymorphisme, le fait de changer d'aspect, en fait, et de fonction. Ce que connaissent les scientifiques actuellement, c'est le monomorphisme, c'est-à-dire qu'ils ont décrété ce qui est en réalité un stade d'évolution des microzymas. Par exemple, une bactérie, c'est une espèce à part entière. Et ça ne change pas d'aspect, ça reste figé comme ça, à tout jamais. Pour arriver à reproduire et à cultiver, ils sont obligés de faire des recettes de cuisine pour avoir le milieu précis qui est capable de reproduire ce stade d'évolution. Ouais. Et ça nous donne des incohérences. Du type, cette fermentation qu'on observe dans des morceaux de chair qui sont complètement coupés de tout l'extérieur. Mais alors justement, pour revenir encore à la forme du microzyma, tu dis que ça peut changer de forme, que des fois c'est brillant. Est-ce que c'est plutôt circulaire, c'est rond? Oui, c'est plutôt rond, c'est plutôt rond. Des granulations. Des granulés, les scientifiques pensent que ce sont des granulations amorphes. Déjà du temps de Béchamp, c'était considéré comme des granulations amorphes. Mais ces granulations, il était capable de les extraire, de les faire fermenter, de les faire se transformer. J'ai une question, est-ce que dans le papillon, dans la chenille qui devient un papillon, est-ce que ça pourrait être justement ces fameux microzymas qui font la transformation du corps de la chenille en un corps de papillon? Bien sûr, c'est à l'origine de tous les organismes vivants. Donc ce sont des étapes différentes, mais voilà. C'est capital ce que tu nous apportes. Ça donne vraiment une clé de compréhension que j'invite vraiment tous les scientifiques qui regarderont cette vidéo et tous les chercheurs, éventuellement aussi les médecins, à s'intéresser de près à cette vision du vivant qui remet évidemment en cause toute la théorie de la maladie, la théorie du médicament, la théorie de la contagion aussi. Et qui nous libère quand même d'une forme de peur de l'attaque d'une maladie de l'extérieur. Parce que c'est ça que craignent beaucoup de gens, c'est de choper un rhume, une grippe, le Covid ou que sais-je. À partir du moment où on comprend que ça vient de l'intérieur du corps et pas de l'extérieur, eh bien on a beaucoup moins peur, puisqu'on ne peut pas être attaqué. Simplement, évidemment, en mangeant des choses qui sont mauvaises pour l'organisme, ou en respirant des choses, de l'air pollué, ou en buvant de l'eau polluée, forcément ça induit une sorte d'empoisonnement qui fait qu'après les microzymas font le travail qu'il faut pour dégager tous ces déchets sous forme de maladie. C'est la maladie, c'est la maladie, c'est ça. C'est le rétablissement de l'équilibre. Voilà, c'est ça, c'est l'équilibre qu'ils essaient, que le corps essaye de retrouver. Là, je pense à Olivier Soulier. Là. Alors aujourd'hui, et justement, il disait que justement, la maladie, si les symptômes, et si on est attentif aux symptômes, on peut rétablir les choses. Et si on oublie, on ne tient pas compte de ces symptômes, et si on les empêche de s'exprimer, ce que font les médicaments, exactement, petit à petit, l'organisme va cesser d'émettre ces symptômes et ça va être de plus en plus grave.
Effectivement. C'est une émission qu'il avait faite, Les maladies ont-elles un sens, avec, On va la retrouver, on va la mettre en description. ouais, je l'ai dans mon blog là. Super. Oui, d'ailleurs, ce qu'on n'a pas encore dit, Brigitte, c'est que tu as un site Oui. avec bonneshabitudes.fr. On le mettra en description, il est dans le livre, il est à la fin du livre, la 4e de couverture, où on retrouve tous les documents que tu as lus, où on retrouve tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Alors sur la page consacrée à Béchamp, parce que mon site n'est pas consacré qu'à Béchamp, même si c'est non. C'est le sujet du jour, mais Brigitte ne se spécialise pas que dans les travaux de Béchamp, elle a beaucoup d'autres cordes à son arc. Donc à la page comprendre, parce que mon site c'est bonnes habitudes, il y a comprendre, agir, la pratique au quotidien pour rétablir le terrain. Mon site c'est surtout sur le terrain, et donc à comprendre, vous allez retrouver la théorie d'Antoine Béchamp. En cliquant dessus, vous avez tout. Vous avez les dernières vidéos qu'on fait, je rajouterai celle-ci. Voilà, je mets en général, quand j'ai des supports, je les propose au téléchargement. Je vais rajouter celui de la dernière du webinaire. Et le PowerPoint qui est très précieux. Celui-là, voilà. Et puis, j'ai un condensé que j'ai fait du livre sur les microzymas qui fait plus de 1000 pages, qui est téléchargeable pour ceux qui veulent aller plus loin. Et derrière, la bibliographie d'Antoine Béchamp, qui peut être pour certains livres téléchargés, pour d'autres, il y a le lien direct sur le livre à la Bibliothèque nationale de France. Un travail d'archivage. Voilà. Sur cette page, donc, bonnes habitudes, comprendre la théorie d'Antoine Béchamp, vous avez toutes les informations. Et dans le livre, donc, il y a cette synthèse, plus le recul sur la science. Ce livre, on peut le commander sur ton site aussi? Alors, le livre, il n'est pas encore en librairie parce qu'il vient seulement d'être imprimé. Je les ai reçus juste avant de partir, là. Vraiment. Et donc, il peut être commandé aux éditions Marco Pieter. À l'accueil de mon site, je vous donne la possibilité d'aller le commander. Très bien. Et j'aimerais quand même dire une chose qu'on n'a pas encore dite, pour bien montrer qu'à l'époque, il y avait ce phénomène de diabolisation de la connaissance qui n'allait pas dans le sens de la doxa officielle. Pasteur a été récompensé plus de 10 fois, peut-être 15 fois, Ordre du Mérite, Légion d'honneur et autres, tout y passe. Et Béchamp n'a reçu aucune récompense officielle et au contraire a été diabolisé, notamment lors de ce congrès de Londres en 1881. Donc encore une fois, comme aujourd'hui, comme hier, les esprits libres qui ne permettent pas d'engraisser les grosses entreprises, les grosses industries, sont souvent muselés, ostracisés, exactement. Mais aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, n'en déplaise à tous ces dirigeants qui sont contredits dans leurs dogmes, l'information circule. Voilà. Donc je te laisse donner ton mot de la fin, ma chère Brigitte, si tu veux rajouter quelque chose. Oui, moi j'aimerais que les scientifiques s'interrogent sur les fondements de la science. Manifestement, les dogmes de Pasteur sont faux. Toutes les expériences sur la génération spontanée le montrent. Et donc, les bases de la science sont fausses. C'est très ennuyeux. C'est un château de cartes qui va s'effondrer tôt ou tard et que plus que jamais les scientifiques doivent s'interroger. Merci beaucoup, Brigitte. Avec grand plaisir. À bientôt, les amis.